Des explications s'imposent. Si là, c'est peut-être parce que t'as pas compris certains points du film, ou alors parce que t'as envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Et c'est pour ça que je suis totalement là pour t'expliquer tout depuis le début. Comme j'ai déjà dit, ce film n'a pas vraiment d'histoire en fait. C'est plutôt toi qui vas t'en inventer une avec ton imagination et les détails du film en fait. Et donc c'est ainsi que tu vas créer tes propres théories, ta propre histoire et donc ton propre film. Et par exemple, ça pourrait donner deux histoires totalement différentes entre deux visionnages. Donc là en fait, je vais donner mon point de vue. Le point de vue que j'avais quand j'ai écrit le film et quand j'ai commencé à le faire. Mais ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. C'est juste un point de vue que j'ai fait personnellement. J'ai mon point de vue, t'as le tien. Et même s'ils sont totalement opposés, ça veut pas dire qu'une histoire tient pas la route. Au contraire. Ce film a été fait justement pour que chaque personne ait sa propre histoire et que vous puissiez débattre là-dessus. Pour que chacun donne ses théories à autrui. Et c'est donc ce que je vais faire ici en fait. Pour commencer, je vais d'abord t'expliquer à quoi ressemblait le film au départ et pourquoi est-ce qu'on l'a modifié. Puis on va s'attaquer directement au film et repérer chaque référence et détail caché du film, et seulement les références volontaires, parce que tu vas peut-être trouver des références ou des détails que j'aurais pas pensé à la base. Et justement, garde-les. Il faut que tu les gardes parce que du coup elles te sont personnelles et elles vont te permettre de créer ta propre histoire ensuite. Et enfin du coup avec tous ces détails et toutes ces références, je vais te donner ma version personnelle du film. Et crois-moi, c'est ultra perché. Au bout du sentier est un film assez barré et sans histoire réelle, juste un semblant de fil rouge que tu vas suivre. Le film commence pourtant comme une romance très amateur avec une histoire déjà vue, des personnages clichés sans réelle profondeur qu'on connaît déjà, ainsi que des références absolument tout le monde a, comme par exemple la référence à Kill Bill version low cost, qui n'a absolument rien à voir avec l'original. Puis le film prend un virage total après la scène du piano où plus rien n'a de sens. L'histoire ne suit plus du tout la relation entre Thomas et Emma, mais reste concentrée sur la tête de Thomas. Et... l'histoire de base n'avait absolument rien à voir avec ça. Déjà le film est en noir et blanc avec un format 1.1, et donc si tu sais pas ce que c'est le 1.1, c'est ça. Car à la base, le film devait certes être en noir et blanc, mais avec un format classique. L'histoire était à la base d'une romance avec beaucoup de psychologie, de tragédie, de dépression et de suicide. Car Thomas devait se suicider à la fin normalement. C'est super. Le film devait raconter l'histoire de Thomas avec son double qui se rapproche d'Emma mais qui va le friendzone, ce qui va changer la vision de Thomas et qui va le pousser à remplacer son double Joey par un double plus noir et qui va le pousser à la dépression jusqu'au suicide. Suicide qui devait avoir lieu sur cette falaise que l'on voit plusieurs fois dans le film. Comme quoi, toutes les idées ne sont pas parties. De base, le film était très long, il devait faire plus de 2 heures. Puis ensuite, on l'a totalement raccourci, on a changé totalement l'histoire pour faire un truc beaucoup plus expérimental, et c'est ce qu'on a donné aujourd'hui. Ça a pris 3 réécritures complètes du scénario, des scènes qui ont été supprimées et des personnages également qui ont été supprimés, comme les parents d'Emma ou encore le passant du pont. Ouais, grosse perte. On est donc passé d'un script d'un peu plus de 120 pages à un film qui faisait moins de 80 pages environ. Et le film est né. Beaucoup trop de refs et de détails. Je vais essayer d'en montrer le maximum. Déjà, pourquoi avoir choisi ce format carré? Donc tu l'as sûrement déjà vu, c'est le format qu'on trouve dans pas mal de vieux films, mais aussi très récemment comme dans Mommy de Xavier Dolan, mais on va revenir sur lui, mais aussi The Lighthouse de Robert Edgers. Qui au passage est un film à voir absolument une fois dans sa vie. C'est surtout Robert Edgers qui m'a inspiré pour le format. Comme The Lighthouse, l'histoire est totalement perchée, mais différemment, on va y revenir. Quant à Xavier Dolan, c'est surtout pour les images que je me suis inspiré de lui, des images fixes, assez symétriques et des références pop culture connues, mais ici revisitées. À la fin du générique, on peut voir que je remercie pour l'inspiration, et en plus de Xavier Dolan et Robert Edgers, on retrouve aussi David Lynch pour qui je me suis beaucoup inspiré de Eraserhead, qui est un film horriblement perturbant que ce soit juste sur les plans ou tout simplement le fond. Et donc dans le film, les plans sur fond d'art très contrastés sont des références directes à ce film. Enfin, on peut voir Dan Savato, le créateur du jeu Doki Doki Literature Club. Bon, ici je vais pas expliquer parce que c'est beaucoup trop complexe, mais si tu connais le jeu, quand je vais t'expliquer ma version du film, tu vas sûrement faire le lien. Maintenant, on va plutôt parler des détails et références cachés directement dans le film. Déjà, le film il commence avec le nom de production coupé en deux, un peu comme l'histoire séparée en deux temps, le premier film et le deuxième, ou la partie sobre et la partie perchée comme tu veux. Le tueur brise le quatrième mur en regardant la caméra et en courant vers elle, puis le générique apparaît et crash, avant qu'une voix nous informe que le film a planté, décidant de nous raconter son propre film et on plonge dans son histoire. Il dit qu'il jouera lui-même le personnage principal, et dans le générique on peut voir Thomas qui porte un t-shirt avec une caméra, simplement parce qu'il est le réalisateur de cette histoire. Rien que dans les premières images on peut voir une croix chrétienne qu'on revoit aussi beaucoup de fois dans le film sous différentes formes, ainsi que de l'eau avec un fort courant qu'on revoit aussi. Quand Bastien et Thomas discutent, Bastien parle d'un film avec un clown et dit... Et en fait là tu te rends compte qu'en fait le clown depuis le début il était dans sa tête. Il parle en fait de Terreur Nocturne, un véritable film qu'on aurait dû faire, mais qui n'a jamais vu le jour. Quand Thomas va à la liste des films, si on s'arrête on peut voir de super affiches comme par exemple La Morve de Dadel, Terreur Nocturne, Le Clown d'Halloween, Scream 6, Choupi et Blair Witch. Et au tout début un message codé avec un œil. Le même œil de Thomas quand il se réveille de son cauchemar. Donc ce code c'est de l'hexadécimal, et une fois traduit ça donne Never Lives, ou Ne s'enfuit jamais en anglais. Ouais, comme quoi, avant que ça parte en couille, il y avait déjà des trucs bizarres. J'ai déjà parlé de la référence Ecopus à la scène Kill Bill, mais ce qu'on peut voir c'est qu'ici la musique s'arrête. Montage foiré, horrible gestion du timing ou stagiaire au montage, ou bien... Cette commande qui apparaît visuellement sur l'écran et qui ordonne l'arrêt de la musique. Ensuite, en plus d'être ultra malaisant possible, on peut voir qu'Emma aussi porte un t-shirt de l'univers Disney. Mais beaucoup moins moche que cette horreur. Quand Thomas court vers son double, on peut voir qu'il est tout seul, histoire de rappeler que c'est juste dans sa tête. Si t'as des goûts musicaux dignes de ce nom, t'as sûrement reconnu la musique Bang Bang de Nancy Sinatra, ou Sheila, ou Dalida. Bref, il y a eu plein de versions. Tu la connais sûrement parce qu'elle est dans le film Kill Bill 2, mais aussi dans Les Amours Imaginaires, de Xavier Dolan. Encore. Le texte qui apparaît lettre par lettre se fait dans l'ordre alphabétique. Voilà. Tu fais ce que tu veux de cette info. Ouais. Et peut-être que cette façon de filmer avec beaucoup de noir, d'obscurité et un décor vide te rappelle Eraserhead. La caméra plonge dans le lit et de la couleur apparaît et l'écran est plein.
Ces lumières vertes ressemblent à des étoiles et on descend encore et encore, puis tout est noir, et le rêve de Thomas arrive. Dans ses rêves, il y a de la couleur et le film perd son format carré. Comme pour nous montrer que nos rêves ont une vision plus large que la réalité, d'où les couleurs qui donnent un effet plus vivant que la réalité qui est grise et monotone. On trouve la croix qui disparaît, puis il coule avec la voiture. Le bruit que l'on entend est un enregistrement réel des fonds marins, un son très étrange qu'on a appelé le bloop. Mais rien à voir avec le film là par contre. Par contre, les cris qui suivent viennent de l'enregistrement du puits de l'enfer en Russie, un trou géant où on a enregistré ces cris qui semblent venir du fond de l'enfer. Et ça pourrait bien être ça. Thomas coule en enfer et meurt et entend les âmes perdues. D'autant plus que sur une fraction de seconde apparaît le Pandémonium, œuvre représentant le diable devant son royaume. Puis, le film plante. Signale une erreur dans la scène du rêve, que la loi 666 a été violée, que l'auteur est personne et que Dieu est mentionné ici, que malgré ce problème la vérité reste cachée, que le rêve a été supprimé et que les nouvelles instructions arrivent. Continuez l'histoire story.exe. Il supprime tout, le programme ne veut pas recommencer à zéro. Il charge la scène suivante, le programme s'adresse à nous. Toi, va-t'en, enfuis-toi, ce n'est pas un film, ça te voit, ça ne peut pas être réel, nous regarde, meurs, etc. Et son message s'efface tout de suite comme si on l'empêchait de parler. En effet, une erreur ou un échec est détecté et le programme est remplacé. La vérité est cachée et la scène suivante peut charger. Toutefois, pendant la transition grise, on peut voir un œil apparaître qui nous regarde. S'ensuit alors une séquence très étrange et clignotante avec des images du Messie crucifié, d'amas de verre, sûrement sur un être en décomposition, mais aussi sur la rivière et son courant, et encore des insectes. Un homme déguisé en corbeau dans la forêt, symbole de mort, et c'est ici qu'apparaît pour la première fois le double sombre avant même que le premier soit mort. Ici, un nouveau message apparaît, et si on décale de 23 lettres de l'alphabet, une phrase se forme. Le bruitage et le premier plan de cette scène sont exactement les mêmes que mon précédent court-métrage, Schizophrénia, où le personnage décidait de se tuer pour se séparer de ses personnages imaginaires. On peut d'ailleurs remarquer que lorsque l'on se retrouve en noir et blanc, la seule couleur susceptible d'apparaître est le rouge, couleur du sang. Et quand Thomas prend la lame, on peut voir que dans le miroir, les deux mains sont totalement différentes, et que les couleurs reviennent quand Thomas se coupe. Exactement comme dans la scène du rêve, pourtant l'écran ici reste fermé sur un format carré. Par la suite, un message très simple à des chiffres apparaît, il suffit de lire à l'envers pour voir, certaines choses ne disparaissent pas. Peut-être fait-on référence aux cicatrices de Thomas qui ne partiront jamais. On ne va pas s'attarder sur chaque plan sur lequel j'ai basé mon inspiration de David Lynch et Xavier Dolan. Tout simplement parce que cette vidéo serait beaucoup trop longue et puis peut-être que t'en as rien à foutre. On peut également voir que cette croix dans la chambre de Thomas va disparaître plus tard, exactement comme dans son rêve. Et après un cauchemar rempli de cris et filmé totalement en rouge, on peut voir un Thomas extrêmement maigre. Alors je vais bien, hein. J'ai pas fait le Christian Bale, j'ai juste rentré le ventre et c'est bon. Et un plan qui nous rappelle quand même vachement le Joker. Toujours des bonnes références. On arrive au réveil de Thomas où son double le regarde dormir et laisse apparaître un œil. Puis un message déchiffrable. C'est tout simplement écrit aidez-moi et le texte en binaire derrière dit c'est réel. Quand le double sombre joue du piano, il s'agit de la musique Sweet Dreams are Made of Screams. Rien que pour cet accent, tu peux t'abonner à la chaîne. D'autant plus que les paroles de la chanson ne disent qu'une seule chose, Let me go. Tu fais ce que tu veux de cette info, hein. Sweet Dreams, rêve, tu lis ce que t'as envie. Et ensuite, après une séquence très David Lynch, et que Thomas est ingéré des substances douteuses, fait oh, tiens, encore un œil. On peut voir qu'au contact de la substance, un effet de télévision cligne subitement. Puis on retrouve le tunnel qui tourne comme une boîte à musique avec une berceuse en fond et la forêt qui tourne. Le tunnel tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme si le temps remontait. Si on continue sur la métaphore du temps, c'est comme si ici le temps s'acharnait et tout défilait à l'envers. Jusqu'à ce qu'on entende une voix dire « Voilà les hommes qui brillent, maman, aide-moi s'il te plaît ». Et donc après un réveil en gueule de bois, on voit que Thomas porte à son tour un masque exactement comme son double, exactement comme un pantin. Un pantin qui va aller sur un pont en forêt, on peut voir que c'est exactement le même pont qu'au début du film d'ailleurs. Mais en voyant le visage de son double, Thomas décide de redescendre et... un mois plus tard. Absolument tout semble s'être terminé, les couleurs sont là, la musique est douce, le soleil est là, le temps est bon, le ciel est bleu. Et une plume tombe, signe du temps qui passe puisqu'elle est totalement recouverte à la fin du mois. Et donc après une séquence où on voit deux mondes se superposer avec du sang entre les deux, s'ensuit un message et comme pour avant il faut juste décaler l'alphabet de 6 lettres cette fois pour lire « Je suis noyé en enfer ». Thomas s'embrouille avec son double et semble perdu. Il voit la caméra. Il a compris. Mais quoi? Le double sombre laisse paraître son œil de nouveau, ses dents et... un dessin. Ce dessin représente Bélial, le 68e démon de la Goétie, tout simplement un des démons les plus puissants. Et après avoir vu une corde dans la chambre de Thomas, corde qu'on avait déjà vu dépasser de la mort de Thomas dans une scène précédente, Thomas retrouve Emma au même tunnel qu'au début. Comme quoi le film revient à ses racines. Et dans un amas d'images représentant des éléments passés, ou des œuvres artistiques représentant des éléments religieux comme le Pandémonium, Judas pendu, un squelette crucifié, l'arrivée de Lucifer en enfer, mais aussi le sang d'Emma sur le mur, l'amas de verre, l'œil, une statue sous l'eau, la vision de Dante sur l'enfer, Saturne qui dévore son fils, un visage effrayé, des âmes perdues, et le jugement dernier ainsi que le même dessin de Bélial. Et un code binaire qui ne dit que 68. Bélial est le 68e démon de la Goétie. Puis un dernier message qui ne dit qu'une seule chose, tue-moi. Puis vient le silence. Emma est morte, Thomas vomit avant de s'enfuir, et c'est la fin. Enfin presque. Le double nous retrouve à la fin, nous dit qu'il nous regarde depuis le début, il veut qu'on disparaisse et va chercher à sortir de l'écran pour nous rejoindre. Et ce n'est donc en ayant fini le film que l'on commence à comprendre la vérité qu'essaie de nous cacher le film. Donc en quelque sorte, la fin n'est que le début de la vérité. Donc comment jouer l'histoire? Je vais te le dire. Ici, Thomas n'était pas le personnage principal, si ce n'était qu'un pion. En réalité, le film est sous contrôle d'une entité démoniaque qui nous observe durant tout le film par l'intermédiaire de ses yeux. Qui? Tout simplement le double sombre. Ou devrais-je dire ici,
Belial. Belial est un des plus grands démons de la Goétie et est capable de personnifier le mal, donc de posséder les humains. Lorsque le film commence, il s'introduit dans celui-ci et le détruit. Il prend contrôle du film, vous dit qu'il y a simplement eu un problème technique et se fait passer pour un personnage du film. Certes, il dit « Comme je suis quelqu'un d'extrêmement mégaleux et que j'ai aucune idée pour les acteurs, on n'a qu'à dire que c'est moi, Thomas, et le double. » Thomas et le premier double sont certes une partie de lui, mais ce ne sont que des pantins à son image, des personnages qui n'existent pas, et qui mourront à la fin du film, et qui revivront la même histoire encore et encore à chaque fois que quelqu'un lancera le film. Le démon évolue. Commençant sur un film basique amateur avec des défauts, des personnages peu développés et déjà vus, le moment où Thomas rêve qu'il se noie est le point de non-retour. Car à partir de là, le film n'a plus rien à voir. Tout est sombre et barré. Thomas est noyé en enfer, et quelqu'un essaie de supprimer ça et de sauver Thomas. Une personne qui ne veut pas que tout recommence. Elle veut passer à la suite et brave l'interdit en nous parlant. Nous ordonne de fuir, dit qu'il nous voit et que ce n'est pas un film. Mais qui peut bien faire ça? Emma. Elle prévient Thomas qu'il n'existe pas, que le temps l'aurait compté avant que la boucle ne reparte. Elle va jusqu'à interrompre le film pour nous avertir, mais elle est alors en danger. Et Belial la supprime totalement du film. On ne la voit plus, comme les autres personnages. Il ne reste alors que Thomas, sur qui il déverse torture physique et psychologique, le fait cauchemarder et halluciner, et le dirige comme un pantin. Mais Thomas semble se rendre compte de ce qui l'entoure. Des éléments imprévus apparaissent et le surprennent, mais il est trop faible pour y réfléchir. Il finit par comprendre la vérité, cette vérité qui doit à tout près être cachée. Il nous voit et réalise que son double n'est pas réellement qui il croit être, et qu'il est condamné à revivre encore et encore la même histoire. Belial supprime alors cet extrait et recommence la scène. Et quand il repose sa question, Thomas semble vide. Qu'a-t-il pu lui faire entre deux temps? De plus, l'ambiance de l'enfer est totalement constante dans ce film. Le rouge, les cris, les peintures et les codes laissés par les personnages. La figure de Dieu, ici repoussée en permanence avec les croix qui disparaissent, ou la transition sur les toiles d'araignée. Et enfin, toutes les images à la fin. Toutes les peintures démoniaques, ainsi que le jugement dernier. La fin du monde. La fin. Belial manipule Thomas pour qu'il tue Emma, qui a menacé de révéler la vérité. Thomas s'enfuit. Va-t-il se pendre quand la corde nous l'a suggéré? Va-t-il errer sans but dans ce monde qui n'existe même pas? Ou va-t-il revivre son histoire en boucle tant que des personnes verront le film? On ne le sait pas, et on ne le saura pas. Les yeux de Belial sont partout depuis le début, et absolument chaque personne entrée en contact avec ces derniers a subi un sort tragique. Et nous les avons vus aussi. Belial nous rejoint à la fin du générique. Il nous voit, nous parle, se colle à notre écran avant de le frapper pour s'en échapper. Mais le film s'arrête. Et la vérité ne fait que commencer.